Le mari parfait aux 3 maisons. Je l'ai appris dans un bureau gris, sous une lumière trop blanche, un matin de novembre où la pluie semblait s'entêter. J'étais venu pour déposer un dossier de veuvage militaire, certificats, attestations, timbres fiscaux, toute la machinerie du deuil officiel. Le fonctionnaire, un homme maigre aux lunettes épaisses, a levé les yeux et m'a demandé d'attendre. Puis il a prononcé mon nom, et un autre nom, et encore un autre. 3 noms. Nous étions 3 femmes à nous lever en même temps. Nous nous sommes regardés comme on se regarde dans un miroir qui se brise, surprise, incrédulité, puis cette brûlure sourde qui va du ventre à la gorge. La première portait un manteau rouge, la seconde tenait une photo dans sa main, moi je serrais un dossier bleu qui commençait à se froisser. Sur l'écran de l'agent, le même visage apparaissait, celui de mon mari. Notre mari. L'homme de ma vie, pensais-je, avant que la vie ne me corrige. Le fonctionnaire nous a installés dans une petite salle d'attente. Le radiateur sifflait, une horloge avançait d'un pas trop lent. Il nous a expliqué que des demandes identiques avaient été déposées, même numéro de matricule, même date de service, même médaille. Les calendriers superposés racontaient une histoire méthodique, des voyages professionnels, des missions, des week-ends d'ici, d'entraînement, des anniversaires fêtés dans des villes différentes, 20 ans de géométrie affective. La femme au manteau rouge a parlé la première. Elle l'avait connu dans une station de montagne. Il disait qu'il était veuf. Elle a sorti des photos, Noël, Pâques, un été près d'un lac. La seconde a posé sur ses genoux un petit carnet où étaient notées des dates, des horaires, des retours d'aéroport. Moi, je n'avais que la mémoire. Les chemises rangées par couleur, les lettres qu'il m'écrivait quand il partait en opération. Je me rappelle l'encre bleu nuit, les mots sobres, presque bureaucratiques, et en bas, une phrase toujours identique. Je reviens bientôt. Nous avons commencé à assembler les pièces. Il y avait 3 comptes bancaires, 3 assurances, 3 clés d'appartement. Le puzzle dessinait une précision glaciale. Départ le vendredi au soir, retour le dimanche à l'aube, téléphone éteint pour raison de sécurité. Les semaines de stage qui coïncidaient avec les vacances scolaires d'une enfant qui n'était pas la mienne. De fil en aiguille, nous avons trouvé un 4e téléphone, des factures de fleurs, des reçus d'hôtel sous des noms à peine modifiés. L'homme qui partageait mon lit avait habité 3 vies parallèles avec l'application d'un horloger. Je me suis surprise à écouter l'histoire comme si elle ne me concernait pas. À chaque détail, je sentais pourtant une fine fissure courir le long de mon thorax, comme si ma cage était une porcelaine trop sonore. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, l'appartement avait une odeur étrange, à la fois connue et étrangère. Son parfum dans la penderie, la cire sur le parquet, la soupe de la veille. J'ai ouvert les placards, j'ai compté les verres, j'ai sorti la boîte à photos. Tout semblait vrai, et pourtant tout n'était qu'une version. Le lendemain, nous nous sommes revus toutes les 3. Nous avons bu un café amer dans un bar près de la gare. La femme au manteau rouge tremblait un peu. L'autre gardait les yeux sur la rue, comme si le monde avait basculé d'1 degré. Nous avons parlé de nos anniversaires de mariage, de la première fois où il avait pleuré, des promesses qu'il savait faire, de cette façon d'être là et déjà ailleurs. Plus nous parlions, moins il était possible d'assigner une vérité unique à cet homme. Était-il un manipulateur, un polygone affectif, un coureur de fond de l'illusion, ou bien un simple lâche, infoutu de choisir la réalité qu'il prétendait servir? Les semaines qui ont suivi ont été administratives et poisseuses. Les droits à répartir, les titres de propriété à éplucher, les dettes à dévoiler. À la fin, il ne restait qu'une sensation. Je n'avais jamais été seul avec lui. Il avait partagé mon existence en fractions et chacune de nous avait eu sa part exacte, mesurée au millimètre de ses mensonges. Parfois, je rêve encore de lui. Dans le rêve, il marche sur un fil tendu entre 3 toits.
Il avance avec la précision d'un funambule. Mais le fil n'est pas un fil. Ce sont nos alliances, fondues et étirées, un seul ruban métallique trop fin pour porter un homme. Il tombe sans cri. Au réveil, je sens sur ma langue le goût métallique des choses irréparables. Je me lève, j'ouvre la fenêtre, j'écoute la ville. Et je me dis qu'au fond, son absence est la première chose entièrement vraie qu'il m'ait laissée. Histoire 2. Les déjeuners de minuit. Pendant 8 ans, j'ai cuisiné comme on prie. Une boîte repas, une serviette pliée, un petit mot. Courage pour ta nuit, je t'aime. Il partait à la tombée du soir, disait qu'il enchaînait les doubles, que la fatigue était le prix de notre avenir. Je l'embrassais à la porte, je restais dans l'odeur de son manteau. J'aimais cette routine qui, croyais-je, nous protégeait du chaos. L'amour, pour moi, c'était la répétition fidèle d'un geste simple. Le message est arrivé un mardi. Une femme que je ne connaissais pas. Quelques mots. Je crois que nous aimons le même homme. J'ai senti d'abord une colère sèche, celle qu'on a contre les inconnus qui écrivent trop tard. Puis elle a joint une photo. Mon mari, assis sur un canapé que je n'avais jamais vu, portant mon t-shirt gris. Sa main posée sur la cuisse d'une femme dont je reconnaissais le rire, c'était le rire qui, depuis des mois, se glissait dans nos silences. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre, à mi-chemin. Elle avait les yeux cernés, cette fatigue d'aimer à contre-jour. Elle m'a raconté leur dimanche, leurs films, leurs projets de vacances, la couleur des draps qu'ils avaient choisis ensemble. Il lui disait qu'il était veuf. Il lui racontait une histoire de cendres et de braves souvenirs. Elle m'a montré des messages. Ma nuit a été longue. Je dors chez un collègue. Je pense à toi. Les dates coïncidaient avec les miennes, avec mes boîtes repas, avec mes baisers à l'embrasure de la porte. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Je rentrais, j'ouvrais le frigo, je sortais les pâtes, je m'asseyais à la table, je regardais mes mains. Elles étaient calmes, mes mains. Elles avaient plié tant de serviettes, fermé tant de couvercles, écrit tant de mots doux. J'ai eu envie de m'excuser auprès d'elles de les avoir utilisées à emballer du mensonge. La nuit suivante, il a recommencé sa chorégraphie. Douche trop longue, sac à dos, baiser rapide. Je l'ai laissé partir. Puis j'ai suivi les cailloux qu'il semait sans y penser. Une adresse dans un portefeuille, une carte de fidélité, un ticket de stationnement. Quand j'ai sonné à la porte, c'est elle qui a ouvert. Elle a pâli. Derrière elle, j'ai vu mon t-shirt sur une chaise, ma boîte repas sur le plan de travail, ma serviette pliée. Il est sorti de la salle de bain, une serviette autour de la taille. Son visage a blêmi comme celui d'un acteur surpris par la lumière. Je n'ai pas crié. J'ai posé la boîte sur la table. J'ai dit simplement « Je pense qu'elle est pour nous deux ». Le silence a fait un bruit de verre qu'on pose trop fort. Le divorce a été rapide, arithmétique. Il ne s'est pas défendu. La femme a voulu rester avec lui. Elle m'a écrit « Je sais qui il est, je l'aime quand même ». Je n'ai pas répondu. Quelques semaines plus tard, elle m'a recontacté. Il l'a trompée déjà. J'ai pensé à la mer, à sa façon éternelle d'avancer et de reprendre, aux traces qui restent sur le sable moins longtemps qu'un serment. J'ai dû réapprendre à dîner seul. Les premiers soirs, j'ai continué à cuisiner de trop, comme si la casserole refusait d'admettre l'absence. J'ai invité des amis, j'ai donné des parts, j'ai ri d'un rire un peu sec. Un soir, j'ai ouvert un vieux carton, des mots que j'avais glissés dans ses repas. Tu peux tout, je t'attends, on y arrivera. J'ai compris que j'avais cuisiné un espoir qui, lui, ne me trompait pas. L'espoir de n'avoir plus jamais à nourrir quelqu'un qui me ment. Aujourd'hui, je prépare encore des boîtes, mais elles sont pour moi. Je les aligne dans le frigo comme on aligne des promesses qu'on tient. Je marche le soir, je regarde les fenêtres éclairées, j'imagine les tables où l'on dîne à deux, les draps qu'on froisse, les mensonges qu'on avale.
je ne crois pas avoir cessé d'aimer. J'ai seulement cessé de croire que l'amour se prouve dans les couloirs de minuit. S'il revient un jour, j'espère qu'il aura l'odeur du jour franc, du pain chaud, et non plus ce parfum d'ombre où je me suis si longtemps perdu. Histoire 3. L'homme aux emplois multiples. Il s'appelait Mathieu, du moins c'est le nom qu'il a donné à notre entreprise. Il avait un sourire droit, une poignée de main nette, ce charisme sans aspérité qui rassure les recruteurs pressés. Les 2 premières semaines, il a été exemplaire, ponctuel, poli, presque transparent. Puis un matin, il n'est pas venu. Un message, accident. Le lendemain, hospitalisation. Le surlendemain, convalescence. À chaque absence, une histoire plus dramatique, plus construite, comme si sa vie se tournait en feuilleton. Notre directrice des ressources humaines, une femme méthodique qui croit encore aux fleurs de rétablissement, a voulu envoyer un bouquet. Aucun hôpital ne connaissait son nom. Nous avons commencé à tirer le fil. Dans une autre entreprise de la zone, un homonyme brillait par sa discrétion. On l'y attendait aussi. Plus loin, une société de transport jura qu'il était chauffeur chez eux depuis plusieurs mois. Une agence immobilière assurait l'avoir en formation. Partout, la même silhouette, les mêmes excuses, les mêmes bulletins d'embauche. L'homme vivait plusieurs emplois en parallèle, comme on joue plusieurs partitions sans jamais finir la mesure. Quand nous l'avons confronté, il n'a pas nié. Il a souri, un sourire fatigué, presque tendre. Il a dit « J'ai besoin de me sentir réel. Dans un seul travail, j'étouffe. Alors je partage. Je préfère être un quart d'homme à 4 endroits qu'un homme entier au mauvais endroit. » Ces mots ont glissé en moi comme une lame tiède. Pas de sang, mais la sensation d'être ouverte. Nous avons fouillé son bureau. Un carnet à la couverture usée, rempli de codes. Initiales d'entreprise, horaires, prénoms de collègues, petites étoiles pour les mensonges réussis. Un portefeuille contenant 3 cartes d'identité avec des variantes minimes, 2 passes de sécurité falsifiées, des tickets de bus soigneusement datés. Il habitait un studio qui n'était à personne, ni lettre à son nom, ni photo, ni objet persistant. Une bouilloire, une tasse ébréchée, un lit pliant. Sa vie domestique tenait dans un sac à dos. Je l'ai observé pendant les quelques jours qui ont précédé son licenciement collectif. Il se déplaçait comme un acteur entre plusieurs scènes, modifiant sa voix, ses gestes, sa façon de rire. À midi, il mangeait vite, puis regardait la foule comme un cartographe. Je ne l'ai jamais vu téléphoner longtemps. Il préférait les messages courts, des bribes qui pouvaient resservir ailleurs. C'était ça, sa science. Construire des phrases modulaires, adaptables, réutilisables. Son mensonge n'était pas épais, il était portable. Le jour où toutes les entreprises ont décidé de le convoquer, il est arrivé en avance. Il a rendu son badge avec une courtoisie désarmante. Il a dit à notre directrice « Je suis désolé de vous avoir fait croire que j'étais l'un des vôtres. La vérité, c'est que je ne suis à personne. » Puis il a serré ma main, longtemps, comme s'il déposait dans ma paume une part de son secret. Je lui ai demandé pourquoi toutes ces histoires d'accidents, d'hôpital, de prières. Il a haussé les épaules. Quand on disparaît d'un endroit, les gens veulent une raison noble. La douleur inventée est plus acceptable que la liberté. Après son départ, il a fallu réparer les procédures, clôturer les paix, expliquer aux équipes que la vigilance n'est pas une insulte. Le soir, en rentrant, je me surprenais à regarder les visages du métro et à me demander combien d'entre eux appartenaient à plusieurs vies. J'ai repensé à son studio vide comme à une métaphore. Un espace sans mémoire, prêt à épouser n'importe quelle histoire, pourvu qu'elle soit courte. Parfois, je me prends à l'envier, non pas pour la fraude, elle a blessé des gens, elle a coûté de l'argent, elle nous a ridiculisés, mais pour cette sensation d'échapper à la pesanteur. Puis je me souviens de sa tasse ébréchée, de son lit pliant, de ce regard où nulle photo ne se reflétait. Vivre plusieurs vies,
c'était pour lui n'en habiter aucune. Il passait, comme le vent dans des couloirs trop propres. Il laissait derrière lui des papiers, des signatures, des traces numériques, mais aucune empreinte chaude. Et je me redis que le vrai courage n'est pas de multiplier les scènes, c'est d'en choisir une et d'y rester, jusqu'à ce que la lumière nous révèle sans phare. Histoire 4. Le porche, les feuilles et l'annonce. Nous étions 4 sur le porche, une nuit tiède où les feuilles collaient aux marches. 2 couples, voisins, amis, presque famille. Les enfants dormaient, les babyphone chuchotaient des souffles réguliers, et les vers suintaient l'eau tiède d'un été trop long. Nous parlions de choses minuscules, des recettes, des impôts, des promotions possibles, quand il a posé son verre et dit « Nous avons une nouvelle ». Sa femme l'a regardé, surprise. Elle a souri par réflexe, ce sourire qu'on a quand on s'attend à une grossesse, une maison, un chien. Il a parlé d'une voix égale « Nous divorçons. Je pars dans 1 mois, je prends un poste à 5 états d'ici. » La chaise sous moi a grincé. Ma peau s'est couverte d'une sueur froide, comme si l'air avait changé de pression. Sa femme n'a pas bougé. Elle a hoché la tête, polie, comme on acquiesce à une météo. Ce n'est qu'après leur porte refermée que la nôtre a sonné. Elle tremblait sans pleurer. Sa voix s'est cassée. Je ne savais pas, je ne sais rien. Dans le salon, elle a sorti un classeur. Dedans, des feuilles, A4, des colonnes, des horaires, des to-do list surlignés. Lundi, lessive, aspirateur, menu. Mardi, facture, rappel, course. Mercredi, activité de la petite, bilan de la semaine. Chaque case portait 1 heure, un commentaire, une flèche rouge. Au bas de chaque page, une note. Revoir l'efficacité. J'ai pensé aux chaînes invisibles qui ne teintent pas, mais scindent les jours en morceaux trop nets. Elle a parlé d'une voix douce, comme si elle craignait de casser quelque chose en elle. Il chronométrait ses douches. Il corrigeait la façon dont elle coupait les légumes. Il lui envoyait des articles sur l'optimisation domestique, alors qu'elle plaidait des dossiers jusqu'à la nuit. Devant nous, il était solaire. Chez lui, le soleil servait de projecteur pour l'évaluer. Il avait construit un système, des grilles, des manuels, des tableaux, et s'y appuyait comme sur une loi privée. Et maintenant, il l'éjectait avec la froideur d'un gestionnaire. Les semaines suivantes furent une succession de colis, de cartons, de signatures sèches. Un matin, un camion est venu. Le soir, il n'y avait plus de vélo contre le mur, ni de veste jetée sur la rampe. Il est parti comme un homme ferme une application. Pour le travail, a-t-il dit. Pour l'air, ai-je pensé. La petite s'est réveillée plusieurs nuits. Sa mère l'a serrée, longtemps, comme on serre une bouée trouée. C'est alors que les bruits ont commencé à filtrer. Là-bas, la promotion avait un autre visage. Une femme à la robe claire, des photos sur une jetée, des rires de dîner. Ici, les virements arrivaient, réglés comme un métronome, avec l'annotation froide du standing order. Il téléphonait chaque 2 semaines, parlait 3 minutes, demandait des notes sur l'école comme on demande un état de stock. Les samedis, nous l'apercevions parfois sur les réseaux, entouré d'un groupe où il brillait. Il n'était pas cruel. Il était ailleurs, entièrement ailleurs, comme si son corps avait choisi une orbite qui ne coupait plus la nôtre. Sa femme a repris souffle par petites goulées, d'abord la vaisselle sans serrer la mâchoire, puis les courses sans liste, puis un rire qui ne demandait permission à personne. Elle a changé de coupe de cheveux et de bureau. Un ancien ami de lycée l'a invitée à un café, puis à un concert, puis à une ville de bord de mer où l'écume écrivait son nom sans l'orthographier parfaitement. Ils se sont mariés l'année suivante, sans grand apparat, juste quelques chaises et une robe qui ne pesait rien. Je l'ai vue danser, légère, comme une porte qu'on a enfin décadenassée. Lui, je l'ai revu une fois, 2 ans après. Il avait l'air plus jeune, étrangement. Il souriait comme souriant ceux qui n'ont pas à répondre de ce qu'ils laissent derrière eux.
Il m'a demandé des nouvelles, a soupiré quand j'ai parlé de la petite. J'envoie l'argent, tu sais. J'ai hoché la tête. Il y a des hommes pour qui l'argent est une religion qui absout tout. Parfois, je repense à ce Porsche, à la façon dont il a posé la nouvelle au milieu de nos verres, comme une pièce d'échec qu'on avance sans regarder l'autre. Je me demande s'il nous a choisis pour témoins afin de transformer l'irréparable en protocole. Ce soir-là, les feuilles collaient aux marches. Nous avons passé 1 heure à les décoller, 2 à nous taire, 3 à comprendre que certaines personnes vivent 2 vies, l'une publique, où ils sont aimés, et l'autre privée, où ils administrent. La première brille, la seconde blesse. Et entre les deux, il n'y a pas de passerelle, seulement des colonnes, des horaires, des flèches rouges et des mains qui tremblent sans tomber. Histoire 5. La même école, la même cour, 2 familles. On raconte que les secrets aiment les foules. Ils s'y dissimulent mieux. Le nôtre a vécu des années au soleil d'une cour d'école. Le matin, les mêmes portails bleus s'ouvraient, les mêmes familles entraient, les mêmes rires montaient. Les enfants se mêlaient, échangèrent des cartes, se prêtaient des feutres. 2 petites filles avaient des yeux semblables et une fossette au même endroit. On disait « comme elles se ressemblent ». On riait. C'est l'uniforme. On ne voyait pas l'évidence parce que l'évidence marchait droit devant nous. Le père était un homme aimé, costume clair, paroles faciles, bienfaiteur discret de la kermesse. Sa femme, l'officielle, se dévouait au comité, préparait des gâteaux au citron, collait des étiquettes. Personne ne connaissait l'autre maison, à quelques rues seulement, où une femme souriante sortait elle aussi des tartes, où un père posait la même main sur d'autres épaules, posait les mêmes mots sur d'autres peurs du noir. 2 adresses, 2 sonnettes, une ville. Puis, un jour d'hiver, l'accident. Un garage, l'odeur lourde, le silence plein d'un bruit qu'on n'a pas entendu à temps. Ce qui a suivi a été administratif et terrible. L'école a appris, la police a noté, les proches se sont serrés, et la frontière entre les 2 foyers a fondu comme une cloison de sucre sous l'eau. Les enfants se connaissaient déjà. Ils se sont regardés et ont vu dans l'autre un visage qui ne les quittait plus. Le père a fait ce que font certains hommes quand la réalité lève la voix. Il a couru plus vite. Quelques semaines après, il s'est marié avec l'autre femme, celle de l'autre maison. Je me souviens des hashtags, des sourires, du soleil trop blanc sur les photos. J'ai eu la sensation qu'il repeignait la scène pour que personne ne voie le trou au milieu du plancher. On dit que l'amour triomphe. Parfois, il recouvre. Les enfants, eux, ont appris une nouvelle grammaire. Ils ont découvert des demi-sœurs, des demi-frères, des week-ends partagés. Le jeudi, une petite fille a demandé s'il fallait changer de prénom pour la maison numéro 2, parce que son père l'appelait parfois par l'autre. Dans la cour, 2 mamans ne se croisaient plus. Les gâteaux au citron ont disparu du stand. À leur place, des biscuits tout faits, emballés dans du plastique qui bruissait comme un remords. J'ai longtemps pensé qu'il fallait choisir un camp. Puis j'ai compris que la géographie morale de cette histoire n'était pas un front, mais une côte ébréchée. Le père n'était pas un monstre, pas seulement, il était ce que deviennent certains hommes quand ils confondent le désir avec le destin. Il ne pouvait pas renoncer à l'une des vies parce qu'il avait construit son identité sur ce luxe. 2 maisons, 2 tables, 2 sourires du soir. Il a voulu tout garder, et c'est la mort qui a tranché à sa place, d'un ciseau sans phrase. Les années ont passé. Les enfants ont grandi dans un lexique trop riche. Garde alternée, médiation, calendrier. Ils ont inventé des rituels secrets, une chanson qu'on se murmure quand l'un manque, 2 cailloux dans la poche pour se souvenir qu'on appartient à 2 rivages. À la kermesse, je les ai vus tenir, côte à côte, la corde d'une même pêche au canard. Ils riaient d'un rire identique, doux, un peu fragile, comme un fil qu'on tend juste ce qu'il faut pour qu'il ne casse pas. Parfois, je croise le père. Il marche vite, téléphone collé à l'oreille, l'air d'un homme qui gère. Il me salue avec chaleur. Son regard est honnête, ou bien très entraîné. Je ne sais pas.
J'ai appris à ne pas chercher le mensonge dans les recoins. Il aime la pleine lumière. Il se tient au milieu de la cour, parle aux maîtresses, signe d'échec, sourit aux photos. Les secrets, parfois, n'ont pas besoin de cave. Ils prospèrent à midi, tant que personne n'en prononce le nom. Et quand quelqu'un le dit, tard, trop tard, il ne reste qu'à réapprendre à respirer à hauteur d'enfant, une inspiration après l'autre, jusqu'à ce que le monde reprenne une forme qui tienne. Histoire 6. Les lettres du sang et la carte du pays. Ma mère a reçu un kit de génétique pour son anniversaire. Une boîte blanche, des promesses de racines, des pourcentages en couleurs. Nous avons ri, 3 générations autour de la table, à imaginer des îles et des lointains, des mélanges de mer et de terre. Le résultat est arrivé quelques semaines plus tard, un après-midi de pluie. Elle a ouvert son ordinateur, puis elle m'a appelé. Sa voix n'avait pas l'air d'une voix, c'était une corde tendue. J'ai des correspondances très fortes. 2 hommes. Ils ont notre nom. J'ai cherché la blague dans ses yeux. Il n'y en avait pas. Mon grand-père, mort depuis des années, avait eu une autre famille, quelque part de l'autre côté du pays. Des fils qu'il avait laissés derrière lui comme on laisse un manteau sur une chaise, en jurant qu'on reviendra le chercher. Il ne l'avait pas fait. Les archives familiales, soudain, se sont mises à parler. Des photos où il regardait l'objectif avec une intensité trop droite. Des silences dans les récits, une région dont on ne parlait jamais, 2 années floues entre 2 emplois, 3 amis dont personne ne se souvenait. Ma grand-mère, que j'aimais pour sa façon de battre les œufs comme si elle battait la mort, avait su, peut-être. Ou pas. Parfois, aimer, c'est sauver la façade, même si les briques sonnent creux. Ma mère a écrit une lettre, puis 2, puis elle a laissé reposer. Que dit-on à des hommes qui portent que votre sang mais pas vos souvenirs ? Bonjour, je suis votre sœur. Les mots sont simples, et pourtant ils pèsent si comme des valises qu'on n'a pas préparées. La première réponse est arrivée, courte et belle. Nous savions peut-être sans le dire. Venez quand vous pourrez. La seconde était plus dure. Il n'était pas un père. Faites ce que vous voulez de son nom. Nous avons pris la route, 4 heures de ruban gris, des dizaines de kilomètres où les panneaux s'acharnent à promettre des villes qui ne sont que des sorties. J'avais imaginé une rencontre spectaculaire, des embrassades au ralenti. Ce fut une pièce claire, des tasses dépareillées, un chien qui a remué la queue et des regards qui faisaient des allers-retours prudents entre les visages. L'aîné avait les mains de mon oncle, le plus jeune, ma fossette. Mes repères intérieurs ont bougé, comme une carte dont on déplace une frontière. Ils ont parlé d'un homme lumineux qui s'absentait souvent, revenait avec des cadeaux trop chers pour qu'on pose des questions. Puis un jour, il est parti sans mécanisme de retour. Ma mère a raconté un autre homme, sévère parfois, charmant souvent, qui réparait les vélos et pleurait quand la radio passait certaines chansons. J'ai compris qu'il existait au moins 2 vérités parallèles, 2 rails qui ne se rencontreraient jamais, sauf ici, autour de ces tasses dépareillées, pour quelques heures suspendues. Le soir, à l'hôtel, j'ai déroulé sur le lit les papiers qu'on s'était échangés. Copies d'actes, photos jaunies, quelques lettres, des dates. J'ai pensé à la façon dont on hérite, pas seulement d'un ADN, mais d'un style de fuite, d'un angle pour cadrer les choses, d'une façon de respirer quand on a honte. Nous avons tous un ancêtre qui a couru. Le nôtre a couru 2 fois. De retour chez nous, ma mère a replacé le kit dans son carton. Elle a dit « Je croyais que la vérité répare. Elle répare parfois, elle ouvre aussi. » Dans la cuisine, nous avons fait un gâteau au chocolat parce que la vie réclame du sucre pour équilibrer les données brutes. Les correspondances s'affichaient encore sur l'écran, des pourcentages sages, des dizaines et des dizaines de correspondants plus lointains, une constellation où chaque point porte une histoire que personne ne racontera. Parfois, je rêve d'un grand repas où ils viendraient tous,
2 oncles retrouvés, une grand-mère qui aurait su, un grand-père qui baisserait les yeux et dirait pardon sans s'expliquer. Au réveil, je sais que cela n'arrivera pas. Alors j'ouvre mes fenêtres et je laisse entrer l'air neuf. Je me dis que la loyauté, désormais, c'est de ne pas courir, de rester, de dire la vérité à voix haute, même quand elle tremble, et de faire de la place, un couvert de plus, 2 serviettes en rab, pour ceux que le sang ramène un jour, sans crier gare, à la table où nous apprenons enfin à nous nommer tels que nous sommes. Histoire 7. Le fiancé de guerre passait à la télévision. Il rentrait tard, avec cette fatigue, réglée comme une horloge, un sac jeté près de la porte, des excuses enfilées comme des perles, entraînement, mission, gardes imprévus. Il ne portait pas d'uniforme chez nous, disait que c'était interdit hors service. Il mettait son téléphone en mode avion, pour raison de sécurité. Il savait embrasser la frontière exacte entre le secret et la tendresse, et je l'aimais d'un amour docile, persuadé qu'on ne retient pas un soldat en lui demandant des comptes, mais en préparant la table. Un soir d'automne, je regardais les informations par réflexe, un bol de soupe fumant entre les mains. Le présentateur a annoncé un direct, le retour d'un militaire grièvement blessé, accueilli par sa fiancée de longues années. Les caméras tremblaient un peu, les gens tapaient des mains hors cadre, l'aéroport avait cette acoustique de hangar où l'émotion résonne. On a vu le brancard, on a vu l'homme se redresser à moitié, on a vu la femme courir vers lui, j'ai lâché le bol. C'était lui, mon mari, mon soldat sans uniforme. Le fiancé était à l'écran, et sa fiancée n'était pas moi. J'ai entendu mon cœur comme on entend une porte qu'on ferme sur soi-même. Un claque net, irrévocable. J'ai fait défiler la scène au ralenti. Son profil, sa cicatrice au-dessus de la lèvre, son rire étouffé qu'il n'autorisait qu'aux grandes occasions. Il pleurait avec pudeur, comme il m'avait appris à pleurer. La femme s'agrippait à lui avec la vigueur des revenantes. Le bandeau défilait. Le héros retrouve sa promise après des années d'épreuves. Il n'était pas mort. Il était double. Je n'ai pas crié. J'ai pris un papier, j'ai noté la chaîne, l'heure, quelques détails qui me semblaient déjà s'effacer. Puis j'ai appelé la rédaction, d'une voix blanche, pour demander les coordonnées du service communication. On m'a passé une attachée de presse, je lui ai dit que je devais féliciter le héros pour un motif personnel. La phrase a flotté entre nous comme un mensonge suffisamment noble pour ouvrir des portes. Quelques heures plus tard, je savais tout ce que la télé savait. La base, la date du retour, les prénoms, cette histoire fabriquée de patience et de fidélité à laquelle j'avais, sans le savoir, prêté mon propre corps. Il est rentré le lendemain. Une béquille et une histoire déjà prête. Rien de grave. Une mauvaise torsion, des images montées à l'excès, tu sais comment ils font. Il m'a prise dans ses bras comme un homme qui rallume une pièce et vérifie que la lumière fonctionne encore. J'ai posé ma tête contre son torse et j'ai écouté. On dit que la vérité a un autre rythme que le mensonge. Elle respire à découvert, elle ne trébuche pas sur les détails. La sienne avait des pauses prudentes, des couloirs. J'ai su. Je l'ai laissé dormir dans notre lit une dernière nuit. Le matin, j'ai préparé du café, j'ai mis la télévision en sourdine, j'ai posé la télécommande près de sa tasse. « Regarde », ai-je dit. Il a vu son propre visage apparaître, plus beau que nature, entouré de ballons et de slogans patriotiques. Il a très peu bougé, seulement ses doigts qui ont tapé la table d'un rythme bref. « On peut expliquer », a-t-il tenté. Je lui ai répondu qu'il faudrait 2 explications capables de se regarder sans rougir. La mienne, la sienne. Je lui ai demandé si la femme savait pour moi. Il a fermé les yeux quelques secondes de trop. Les jours suivants furent des mécaniques, messages d'avocat, clés rendues, inventaire des meubles. De l'autre côté, les réseaux affichèrent des photos douces, un couple radieux, une bague qui scintillait comme si elle savait mieux que nous. Quelques semaines plus tard, il se maria avec elle.
On dit qu'il faut courir plus vite que la honte. Il a couru jusqu'à l'hôtel. Je ne me suis pas effondré. C'est cela qui m'a surprise. J'ai plié mes draps, trié mes livres, appelé 2 amis. Nous avons bu du vin et ri de choses sans importance, parce que le désastre aime la solennité et qu'il faut l'en priver. Puis j'ai repris les images du direct. J'ai coupé le son. J'ai regardé uniquement leur bouche. Je les ai vus articuler un futur que je connaissais par cœur. Et j'ai compris que je n'étais pas la passagère d'une erreur, mais la preuve vivante de sa méthode. Ils sortaient de l'écran pour entrer chez moi, puis repartaient chez elle pour réapparaître à la télévision. Sa vie avait besoin de caméras, même éteintes. Des mois après, un agent m'a appelé. Enquête, fraude, subvention détournée, paperasse maquillée. On m'a demandé si j'acceptais de témoigner. J'ai dit oui. Pas pour la vengeance, mais pour clouer son histoire à une chronologie qui tienne. Au tribunal, il a regardé ses chaussures, puis la salle, puis moi, comme un homme qui cherche une scène où jouer sans qu'on le reconnaisse. La juge a lu son nom avec la neutralité chirurgicale qu'exige la loi. Il a pris des années qu'on a traduites en condamnation et en chiffres. Mais dans ma tête, j'entendais autre chose. Des années pendant lesquelles j'avais mis la table pour un homme qui dînait ailleurs. La nuit, parfois, je rêve du direct inversé. Les caméras filment une femme qui se relève de son canapé, qui éteint l'écran, qui ouvre la fenêtre et laisse entrer l'air franc. On n'applaudit pas, il n'y a pas de bandeau, personne ne pleure au ralenti. Le héros, c'est l'absence. Le reste n'est que montage. Histoire 8. L'étudiant qui n'était personne, nous l'avions rencontré aux marges d'un campus prestigieux, ce territoire où la jeunesse croit bricoler l'éternité avec des cafés trop serrés et des nuits sans rideaux. Il s'appelait Hugo, un prénom suffisamment doux pour que les bibliothèques l'acceptent. Il traînait avec nous, partageait des cigarettes, pestait contre des professeurs dont il imitait la voix avec un talent hilarant. Il portait un sac usé, couvert d'écussons et des cernes d'examen permanents. Personne ne l'avait jamais vu en cours. Nous avons pensé que c'était la nature des génies distraits. Ils n'assistent pas, ils réussissent quand même. Il venait aux fêtes et savait régler la musique avec un sérieux d'ingénieur du son. Il parlait de séminaires, de crédits et de partiels, avec cette précision vague qui fait illusion. Parfois, il disparaissait une semaine, revenait avec des anecdotes de bibliothèques que nous n'avions pas fréquentées, des noms de maîtres de conférences exacts, mais mal prononcés. Il nous faisait rire. Il était le contraire d'une menace. Un compagnon de trottoir, un souffle au coin du banc, un visage ami sur les photos de groupe. Le printemps de la remise des diplômes est arrivé. Les robes, les toges, les parents fiers qui découvrent un campus comme on découvre une scène. Hugo était partout, proposant des pains pour fixer les coiffes, guidant des mères vers des rangées, portant 2 cartons de programme à bout de bras, indispensables comme le scotch qu'on ne voit pas mais qui sauve le décor. « Je suis dans la 2e session », nous a-t-il dit. Problème d'inscription. Rien de grave. La phrase avait la transparence de l'air et nous l'avons respirée. Ce fut une amie, par hasard, qui tira le premier fil. Elle travaillait au service des étudiants, vérifiant des listes et des identifiants. Elle a cherché Hugo pour lui transmettre un document. Rien. Aucune trace. Ni inscription passée, ni suspension, ni carte périmée. Un nom dans aucun fichier, comme si le campus lui-même refusait de garder l'ombre de ses pas. Elle m'a appelé, un soir, la voix trouée. Je crois que Hugo n'est pas étudiant. J'ai ri. Ce rire idiot qui se jette contre la vérité avant de s'écraser. Puis j'ai senti un froid propre remonter dans ma colonne. Nous l'avons attendu devant le café habituel. Il est arrivé, l'air léger comme toujours, et je lui ai demandé sans détour « Montre-moi ta carte ». Son regard a cligné 1 fois, 2 fois, 3. Il a plongé la main dans son sac, y a fouillé longtemps, a sorti des tickets, des clés, des carnets, une ancienne carte de cinéma, un badge d'une bibliothèque municipale, pas de carte d'étudiant,
Il a haussé les épaules, tenté un sourire. J'ai oublié de la renouveler. Je lui ai dit que l'oubli durait depuis des années, alors il a parlé. Pas une confession, plutôt une météo exacte de ce qu'il était devenu. Il avait abandonné sa licence au bout de quelques mois, la honte avait été plus lourde que sa valise. Il était resté parce que partir aurait fait du bruit. Rester permettait de glisser. Il s'était mis à habiter les interstices. Hall, cafétéria, salle commune. Il connaissait les codes Wi-Fi, les horaires creux, les issues secrètes. Il rendait service, portait des chaises, recousait des déguisements, réglait des micros. À force d'être utile, il était devenu incontestable. Quand je vous entends parler de thèse, de stage, je m'invente une version de moi qui vous ressemble, a-t-il dit. Je n'ai pas réussi à être celui qu'on attendait chez moi. Ici, je suis celui dont vous avez besoin à l'instant. Le gars qui trouve une rallonge, qui commande 2 pizzas, qui reste 3 heures après pour ranger. C'est minuscule, mais c'est à moi. Ces mots ne tremblaient pas. Ils sonnaient comme une nappe posée sur une table ébréchée. On sait la fissure dessous, mais on accepte de dîner. Nous avons hésité entre la colère et une tendresse étrange. Quelle peine juge-t-on quand le crime est d'avoir trop aimé une appartenance? Quelques jours plus tard, la remise des diplômes a eu lieu sans lui, évidemment. Pourtant, il était là, en régie improvisée, attachant une banderole, distribuant des dizaines de programmes, indiquant la loge au professeur perdu. Sur une photo, on le voit, flou, derrière la cohorte, comme un fantôme magnanime qui tient la porte. Après l'été, il a disparu. Aucun message, aucune explication. Un barman a dit l'avoir vu monter dans un car pour une autre ville, un départ banal de fin de août. Des mois plus tard, je l'ai croisé dans un centre culturel, responsable technique d'une petite salle. Il avait l'air à sa place, des câbles en ordre, 4 projecteurs réglés, une feuille de route claire. Il m'a souri comme on sourit à une photographie qui n'a pas jauni. « Ici, je ne mens pas », m'a-t-il confié. « Je ne suis pas diplômé, je suis nécessaire. » Sur le chemin du retour, j'ai compris quelque chose de simple et de dur. Certaines doubles vies ne naissent pas de la malveillance, mais de la peur d'être rien. Hugo n'avait pas volé des notes, ni triché à des examens. Il avait volé une chaise dans le cercle de nos soirs, un prénom dans le défilé des étudiants, un rôle modeste mais continu. Et nous, trop occupés à réussir, nous lui avions prêté l'existence désirée sans demander le reçu. Il avait été notre frère imaginaire, et d'une certaine manière, il l'était encore, non par le diplôme, mais par cette façon poignante de rester, en silence, au service de la lumière des autres.